Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit le secrétaire général de l'ACODEM. L'ACODEM est un parti dirigé par l'ancien ministre Ouseni Amion Guindo. Nous recevons le secrétaire général du parti, M. Alassane Abba. Monsieur Abba, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. Merci bien, pas de problème. Avec moi pour vous interroger, nous avons Eladj Abdraman Keita, directeur de publication du journal L'État. Bonsoir Abdraman. Je ne vais pas verser dans l'usurpation de titre, moi je suis pas à l'âge. Ce qui est bien clair, hein? Cette fois-ci, on va présenter le vrai Eladj, hein? Eladj Chana Takiou, hein? Eladj Chana Takiou, il est directeur de publication du journal le 22 septembre. Chana? Abdraman va dire que l'âge, ça me plaît. Hein? Oui. Vraiment, ça me plaît. Je suis à l'âge. En tout cas, je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur Alassane Abba, votre observation sur la composition du jury? Bon, c'est un jury auquel on est habitué. Hein. Ce jury-là, pour moi, il n'a pas varié. Hein. C'est les mêmes hommes qui ont toujours animé cette émission. C'est des gens que je connais personnellement très bien. Ce sont des cadres très valables. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. On se connaît. Et je crois que c'est un bon jury. Ok, je vois que vous avez vidé une première bouteille d'eau. Hein? Oui, moi je bois. Hein. D'accord. Tout le monde fait chaud. Hein. Effectivement. Abdraman? Oui, effectivement, je pense qu'il a dit on se connaît très bien. Oui. Si on se connaît bien parce que c'est un homme du sérail. C'est vraiment. Et puis sa présence ici, pour moi, participe un peu de la diversité et de la variation que nous avons toujours prônée ici. Avant, c'était très souvent son président du parti qu'on reçoit aussi. Si lui, il vient ici, ça participe de cette diversité qu'on a voulu. Ça, c'est d'un. De deux, vraiment, comme je l'ai dit, nous avons un homme du Sérail ici. Vraiment un politique de métier, pratiquement. Tant il a duré dans la politique. Et je pense que l'actualité aujourd'hui tourne autour de choses dans lesquelles vraiment, autour de choses pour lesquelles vraiment l'opinion a beaucoup d'intérêt et qu'il a lui aussi, je suis sûr, beaucoup de choses à dire. Okay. Donc, il vient ici à point nommé. Un bon client. Pour une première fois. Oui. Eladj Chana? Oui. Et comment Abba, excusez-moi. Alassane Abba. Alassane Abba, qui est là parce que dans un premier temps, on avait invité l'imam Oumarou Diarra, qui, en raison d'un deuil, n'a pas pu être là. Et nous avons aujourd'hui, en face de nous, Alassane Abba, qui est un homme valable, un ancien député que j'ai côtoyé à l'Assemblée nationale au moment où Abdraman et nous animions le réseau de journalistes parlementaires. Il était député, un vrai député. Il animait le débat à l'Assemblée nationale. Il défendait ses convictions. Vaille que vaille. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. S'il est d'accord, il fonce, il défend. Et c'est la même chose qu'on observe aujourd'hui sur la scène politique. Il observe les mêmes positions. Et vous m'excusez, hein, des gens de sa communauté, généralement, c'est des gens qui changent beaucoup. Qui, chaque année, chaque parti font... Mais lui, depuis qu'on l'a connu à l'ACODEM, il y est. Il y est toujours. Donc, c'est un homme loyal, un homme engagé, un homme de conviction. Okay. Donc, les questions d'actualité... Oui, mais vous voulez en savoir sur son parcours personnel? Non, les questions d'actualité, oui. Nous allons les aborder avec lui. Justement. Je suis sûr qu'il va les dire sans gants. Oui. Et comme tu me donnes la première question, je voudrais lui demander d'abord son parcours professionnel et politique. Justement. Première question, Monsieur Alassane Abba. Merci bien, je suis instituteur de formation, enseignant de formation. Mathématiques, biologie? Non, généraliste. J'ai servi au nord du Mali singulièrement
La première fois où je devrais quitter le Nord, parce que je ne connais que le Nord, c'était quand j'ai été député. Je me suis retrouvé Sévré du Nord, mission politique oblige. C'était en 1997, ma première élection comme député à l'Assemblée nationale. Arrivé ici, je ne vous parle pas de moi. De toutes les façons, je crois avoir accompli ma mission parlementaire. Et j'ai continué les études à l'école très connue pour les députés, l'école de formation des travailleurs sociaux. L'INTS. Voilà, j'ai fait cette école. Je suis un gros lecteur. Un homme cultivé. Un très grand lecteur, j'ai lu beaucoup. Je suis un admirateur des grands hommes politiques Tel que j'ai lu. J'ai lu Churchill, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Churchill. J'ai lu De Gaulle. J'ai lu Eisenhower, ce qu'on a écrit sur lui. J'ai lu entre autres beaucoup d'autres. J'ai écrit tous les présidents français à peu près. Mitterrand. Je l'ai lu. Dans le Mali courant, nous sommes dans le souverainisme. Vos repères sont tous des repères de l'extérieur. Non, c'est pas. Tu sais, et ça n'empêche pas. Nous, se cultiver, c'est pas grave. Le prophète a dit allez chercher le savoir, même si c'est en Chine. En Chine ou en Iran, allez le chercher. à Djapaga. À Djapaga. Parce que nous, à l'époque, quand on disait Djapaga, on ne savait pas que c'était à côté ici. On a lu ce qu'on pouvait lire. Oui. J'ai lu presque tous les écrivains africains. D'accord. Tous, presque, sans exception. C'est le Badian. Feydou Badian, tous ces Kamadouan. Une si longue lettre de Mariamba. Oui, j'ai lu tous ces gens. Chana, vous avez terminé. J'ai fait ce que je pouvais faire comme D'accord. lecture. Donc, je n'ai pas tout fini. Ça ne finit pas. Ouais. On Je apprend crois toujours. on apprend à toujours. On n'est jamais grand pour apprendre. Nous espérons, nous aussi, vous lire un jour. Hein? Allez-y. Oui, moi, Keita. quand j'ai celui-ci, Alassane Abba devant moi, c'est vraiment le politique que moi je vois. Quoi. Parce que c'est très rare, les hommes de sa trempe qui ont réellement, pratiquement uniquement pour vocation, la politique. Vraiment. Ça m'impressionne beaucoup. C'est pourquoi je voudrais savoir auprès de lui où va la politique au Mali. Depuis combien de temps nous assistons vraiment Je ne sais pas. à une très grande chute du fait partisan. Non seulement les partis politiques ne paraissent plus intéressés le pouvoir en place ici, ils ne bénéficient plus de leur aide. Ensuite, on assiste de plus en plus à des dissolutions tous azimuts de partis politiques. Et le fait partisan réellement souffre dans l'administration. Ce ne sont plus les leaders politiques qu'on voit. On a comme un certain effacement du fait partisan qui se passe. On demande la question finalement. Hein? Maintenant, Oui. vous n'allez pas me perturber. Bon. Pas du Voilà, tout. je dessine d'abord ma question. Oui, sauf que la question me semble plus longue. Hein? Le développement Donc, me semble pour plus vous, long. Tu me rappelles un certain Tangara Oui. qui m'a perturbé très souvent sur Afrique. Est-ce que encore au Mali le fait partisan a encore de l'avenir? Vous qui êtes dans la politique aujourd'hui, dans le secteur de notre parti, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et il faut d'abord signaler que moi, je suis arrivé à la politique par des circonstances extraordinaires. C'est d'abord, sincèrement, j'étais dans ma classe en train d'enseigner lorsqu'on est venu me dire, monsieur, ta communauté a besoin de toi. Ils ont réfléchi pour une fois. Ils pensent vraiment lutter politiquement parce qu'ils ont toujours soutenu des gens. Pour une fois, il leur faut soutenir quelqu'un de l'autre. Et je vous dis que la communauté, tous les cadres qu'ils avaient dans le cercle de Gundam, ils les ont passés au peignoir. Ils ont fui partout. Ils ont mis une commission qui a travaillé pendant des mois pour désigner un seul individu. Parce que traditionnellement à Gundam, ce qui se fait, c'est qu'on a toujours pris un sédentaire et un nomade comme député pour faire le maillage. C'est comme ça que ça s'est toujours passé depuis les temps. Depuis les Sidi Omar et les Mohamed El Mehdi, ça a toujours été comme ça. Donc pour une fois, ma communauté a décidé de présenter un candidat. C'est comme ça que j'ai été tiré alors que j'étais là-bas. Candidat présenté par ma communauté, mais ils ont lutté pour que ça soit au sein de l'ADEMA. C'est quelle communauté? La communauté Tamashek, noire. À l'époque, on disait Bella.
c'est la communauté Keltamachek Noir qui a décidé de présenter un candidat. C'est une communauté très représentée dans le cercle de Gounda, mais dans la région de Tombouctou. Oui. Et je vous le jure qu'ils ont fait ma campagne eux-mêmes. Je n'ai pas déboursé un centime. Ils ont fait village par village. C'est vraiment à leur actif. À l'époque, les gens ne se vendaient pas. Vous étiez indépendant ou sur une liste? J'étais parti avec une liste Adema. Il a dit. J'étais parti avec un candidat Adema. Il fallait que l'Adema sorte carrément quelqu'un pour que moi je sois le deuxième candidat de l'Adema. Et ce candidat a passé. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me permettre de faire la politique n'importe quoi. Je suis obligé d'écouter les gens qui m'ont élu. Je suis obligé d'avoir une oreille attentive. Et je vous dis que chaque fois que je suis là à Bamako, il m'interpellait par rapport aux sessions. Il m'interpellait par rapport au compte rendu. Il m'interpellait par rapport même à ma vie ici. Parce que pour nous, un député doit être un exemple. Un député de notre communauté doit être un exemple. Ce n'est pas l'argent qui a fait que j'ai passé député. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il faut compter de l'argent. C'est la détermination d'une communauté qui entendait se faire valoir, qui n'entendait pas vendre son âme. Voilà pourquoi j'ai... Pour revenir à la question d'Abdraman. Pour revenir à la question d'Abdraman. La politique, l'effacement de la politique. Bon, l'effacement de la politique, c'est les politiciens eux-mêmes qui se sont fait, qui ont mis un trait sur eux-mêmes. C'est leur manière de faire. Les politiciens ont tenu jusqu'à un certain temps. C'est eux qui faisaient la pluie ou le beau temps. C'est eux qui décidaient. C'est eux qui savaient où ils voulaient aller. Ils faisaient le combat. Mais depuis un certain temps, les politiciens, ils ont plié les genoux, ils ont tendu le cou, ils se sont livrés. Ok. C'est ça la vérité. Comment ça? Moi, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas. Donc, vous ne voyez plus d'avenir à la politique dans ce... Il y a l'avenir à la politique. Comment selon vous, on peut revenir vraiment au fait partisan? Parce que somme toute, on est obligé de revenir un jour quand même. Mais rien ne se dessine dans ce sens. Mais non seulement des élections ne pointent pas à l'horizon pour l'instant, on ne le voit pas. Les partis politiques vivent à peine, puisqu'ils n'ont même plus les moyens de vivre les subsides qu'ils avaient à travers l'État. Ça, c'est voulu. Ça, c'est voulu par le pouvoir en place. Oui, voilà. Donc, pour que le pouvoir est venu, ils ont d'abord... Ils veulent étouffer. Voilà. Donc, ils veulent étouffer. Vous avez dit, comme quoi, c'est-à-dire, c'est un truc... de l'intérieur même des politiques et des partis gouvernés, il y a aussi d'autres facteurs. Oui, le politique a contribué à ça. Si le politique n'avait pas prêté flanc à ça, ces gens n'allaient pas oser aller jusqu'à ce point. C'est parce qu'ils ont jaugé le terrain, ils ont trouvé que les policiers sont mous. Que faut-il faire pour transcender tout ça? Il faut que les policiers reviennent à eux-mêmes, qu'ils sachent que quand on crée un parti politique, pour la conquête de l'exercice du pouvoir, on ne triche pas. Et le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça ne se ramasse pas comme une noix de cola. Le pouvoir, ça s'acquiert, ça se cherche, quitte à aller l'arracher, quitte à aller faire un combat. Il faut le faire. C'est ce combat qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Monsieur Alassane Abba, quelle est l'actualité au sein de votre parti aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la résumer à cette passe d'armes qu'on est en train d'assister entre le secrétaire général adjoint de votre parti et la direction du parti? Non, pour nous, c'est un non-événement. Je vous le jure. Pourtant, le parti a réagi. Non, le parti a réagi parce qu'on ne comprenait pas. Et je vous dis que c'est avec douleur que personnellement j'aborde ce point. Parce que celui qui en est l'auteur, c'est quelqu'un avec lequel j'ai des relations extraordinaires. Saïd Amadou Aya, oui. C'est le secrétaire général adjoint. Je ne voudrais pas sincèrement, je n'ai jamais voulu aborder cette question, parce que pour moi, au-delà de la politique, il y a des relations humaines qui nous lient. Il est Dogon, je suis Sonraï, et pour nous, un Sonraï ne doit jamais sévir contre un Dogon, tout comme un Dogon ne doit jamais sévir contre un Dogon. Ce qui s'est passé, c'est quoi en réalité? Parce qu'il faut quand même que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a à la base de ce problème. Amadou Aya était chez nous ce qu'on peut même appeler l'administrateur de Djigui-Yakoura. Quand on a créé Djigui-Yakoura, c'est lui l'administrateur principal de Djigui-Yakoura. Quand Amadou Aya est... C'est quoi? C'est une plateforme. Djigui-Yakoura, c'est une plateforme de partis politiques et d'associations créée au lendemain du premier coup d'État. Le premier coup d'État a eu lieu, nous avons créé Djigui-Yakoura pour dire que nous condamnons le coup d'État. Nous ne sommes pas pour des putsch, nous pensons que ça va nous remettre en arrière. Et nous disons que nous allons être là pour veiller. C'est une espèce de veille citoyenne pour dire non et qu'il faut très rapidement revenir à l'ordre constitutionnel normal. Il en était l'administrateur de Djigui-Yakoura. Ensuite, quand il est venu des éléments,
nous avions fait de lui au sein de notre parti et tous ceux qui sont venus de Yelma, nous avons tenu à leur donner le travail. Il ne faut pas qu'ils viennent se retrouver ici comme des gens qui n'ont aucun affaire. Voilà. Alors il est devenu secrétaire général adjoint du parti. Personnellement, avec un Dogon comme lui, j'ai tout laissé à sa disposition. Tout. C'est lui qui faisait tout. Maintenant, la brouille est venue à partir de l'instant où on a parlé de finalisation du projet de constitution. À la finalisation du projet de constitution, notre parti venait juste de faire son congrès. Le congrès ordinaire de notre parti a dit, dans une résolution lue par Amadou Aya lui-même, a demandé au président de la transition de retirer carrément le projet de constitution parce que pour nous c'était inopportun. Alors que Amadou Aya, qui siégeait au niveau du cadre des partis politiques, au nom de Djigui Yakoura, en tant que donc de Codem, en tant qu'expert, avait été sollicité avec un autre pour représenter le regroupement de ces partis politiques au nom de la commission de finalisation. Nous avions vu en cela un paradoxe. Un parti qui, en congrès, demande de retirer un projet de constitution. Retrouve son membre dans le projet de finalisation. Nous avions dit que c'est d'abord une insulte et un manquement très grave et fouler aux pieds les résolutions de notre congrès. Nous avions dit d'abord que depuis le début, nous n'étions pas d'accord avec une nouvelle constitution parce que pour des raisons qu'on a en son temps égrenées et qu'on a fait valoir. On n'a pas été suivi, mais on a dit on ne va pas finaliser ce qu'on a. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Il a dit qu'il a maintenu son nom là-bas. On lui a dit non de revoir sa participation parce que ce serait aller contre nos résolutions. Il a maintenu. Alors là, nous avons dit qu'il est là-bas, mais pas au nom du parti Codem. Ça s'est récidivé une deuxième fois. Dernièrement, lors de la mise en place de la commission chargée du dialogue. Mais à ce niveau déjà, il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires? Non, il n'y a pas eu de sanctions. Le parti a demandé immédiatement de les sanctionner. La majorité des partis, quand on s'est réunis, ont demandé une sanction contre lui. Je vous le jure. J'ai plaidé seul pour dire non. Amadou Aya, les relations que j'ai avec lui ne nous permettent pas d'aller aussi vite. C'est une faute, c'est une erreur. C'est un Dogon. Je vais lui parler, il va s'amender. J'espère qu'il va s'amender. C'est ce que j'ai entrepris depuis ce jour. Et depuis ce jour, Amadou Aya n'est pas venu en réunion du parti. Il ne s'est jamais présenté une seule fois à une réunion du bureau national, quand bien même je l'ai toujours informé de la tenue des réunions. D'accord. Deuxième fois, on retrouve son nom dans une commission. Au nom de la CODEM. Dialogue intermalien. Dialogue intermalien. Oui. Je dis non, Amadou. Nous avions dit non. Si tu dois te retrouver dans une commission, de grâce, ceux qui tiennent à toi là, jusqu'à ce point qu'ils aient au moins l'amabilité et la gentillesse de s'adresser au parti CODEM, puisqu'ils veulent mettre le nom CODEM, pour que la CODEM désigne quelqu'un. Parce que ça, ce n'est pas une bonne chose. Il dit non, on l'a appelé, on lui a dit est-ce qu'il est intéressé, il dit qu'il est intéressé. J'ai dit dans ce cas, mets ton nom. Enlève le nom CODEM. Il n'y a pas d'inconvénient. Parce qu'on a compris qu'il y a un problème. D'accord. Il a maintenu son nom. Le parti a fait un communiqué. Et depuis ce jour, il a commencé, malheureusement, c'est sorti, que nous avions lu, disant qu'il est avec, je ne sais pas, un regroupement de gens. On voit sa signature. D'accord. Mais très sincèrement, c'est regrettable. Chana, allez-y. On va passer là. Allez-y. Oui, monsieur Alassane Abba, récemment, je vous ai vu sur les réseaux sociaux vers minuit 5, minuit 10 comme ça, où la synergie a fait une déclaration pour dire que le mandat de Assimi et de la transition, que les mandats de la transition est terminé. Et que vous invitez le peuple à se mobiliser pour la fin de la transition. Vous pouvez nous expliquer un peu cette situation? Mais écoutez,
C'est Assimi c'est eux qui ont fixé la durée de la transition, ce n'était pas nous. Hein. Toutes les fois où la transition a bougé, les bornes ont bougé, c'est eux qui ont fixé, ils ont bougé les bornes pour ne jamais atteindre l'objectif. Donc nous avons remarqué simplement ce que l'autre avait appelé une course de lenteur. Oui, c'est là, c'est une... Les repose en paix, hein? Allez-y. Nous avons remarqué que on aurait dû aujourd'hui avoir, en tout cas être, à défaut d'avoir un président déjà élu, en tout cas on aurait dû déjà être plein dedans pour préparer un second. Pour nous, le mandat de la transition est terminé. Mais pourtant, ils sont sortis avec un communiqué auparavant pour annoncer que c'est reporté. Oui, mais ça n'a pas été... Tu sais, c'est ça le problème de notre pays. Notre problème, c'est que on dit le peuple, on dit les politiques, l'ensemble des Maliens doivent se retrouver, mais on ne consulte jamais le peuple demander son avis par rapport à des problèmes aussi importants. On prend sur soi la décision de décider, de prendre une décision aussi importante et aussi grave, et après, comme si c'est les enfants dans ma famille, j'ai dit, bon, j'ai décidé de vous inscrire dans telle école. Même là, on fait des débats pour voir quelle est l'école la plus proche des trucs. Non, on se lève un matin, on dit, voilà, nous avons décidé de ne pas tenir les élections. Alors que tout le monde s'attendait à la tenue des élections. Nous, c'est là qu'on les attend. Parce que tenir les élections, c'est sortir de la transition. Tant que les élections ne seront pas tenues, nous serons là indéfiniment dans une transition. Nous avons simplement alerté pour dire que nous avions donné notre cutis pour une transition, quand bien même on n'a pas été sérieusement consulté. On a pensé au début que 18 mois de transition, ce n'était pas de la mer à boire, ça passe très vite. On nous a dit 24 mois. On a dit ça encore, ça va arriver. Nous avons accepté les 24 parce que pour nous, il n'y a rien au-dessus du Mali. Surtout que le Mali, les 24 mois, nous ont plongé dans une espèce de sanction. Et là, tout le monde était autour du Mali. Notre souci, c'est comment relever le Mali. Ça n'était plus les élections. Mais de grâce, ça doit s'arrêter. Parce qu'on a beau nous dire que c'est le Mali, nous pensons que c'est parce que, très sincèrement... Oui, mais de quels moyens disposez-vous, comme vous avez dit? Mais de quels moyens on dispose pour inverser la tendance? Pour inverser la tendance, vous en avez appelé. Oui, je dis, oui, Abdraman, tu sais que les Maliens sont toujours surpris parce que puisque je suis fort, je me dis que tu ne disposes d'aucun moyen pour faire quelque chose. Nous disposons des moyens extraordinaires parce que nous avons un témoin, c'est Dieu, qui voit le fond de chacun, qui sait ce qui est dans le fond de chacun d'entre nous. Quand les gens menaient leur premier mouvement pour demander le départ d'Ibeka, mais c'est comme ça que les gens ont été surpris parce qu'ils ont banalisé. Ils n'ont pas voulu prendre ça très au sérieux. La conséquence, c'est que le mouvement a pris de l'ampleur. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de demander à tout le monde de nous retrouver, de parler de ce cas. Quelle est la réaction des gens à qui vous avez fait appel aujourd'hui? Les gens Donc, votre objectif, c'est quoi? C'est de faire partir le régime par un mouvement insurrectionnel ou par quelle méthode? Nous, on n'a même pas parlé de départ du régime. On a dit les moyens légaux. C'est eux. Est-ce que ça existe? C'est le régime actuel qui a fait partir par des moyens illégaux. C'est le régime actuel qui a fait partir. Est-ce qu'il existe, la mobilisation des gens du MC. Est-ce qu'il existe des moyens légaux? Est-ce qu'il existe des moyens légaux pour faire partir le régime, la transition actuelle? Quand un homme écoute son peuple, il y a des moyens légaux. Ouais. Mais quand il fait le têtu, quand il te dit j'ai tous les moyens d'écraser, il n'y a pas de moyens. Tu ne vois pas ces moyens. Il y a des moyens très légaux. Bon, parce que la Constitution donne les gens ne sont pas les seuls. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas les seuls. Que ceux qui ont le pouvoir, la réalité du pouvoir ne sont pas les seuls. Il y a d'autres aussi, dont par exemple le Premier ministre lui-même en personne, qui avance des arguments comme il ne faut pas se précipiter à aller des élections si de toutes les façons, si on les tient d'une certaine façon, il y aura un coup d'État après. Quel commentaire faites-vous? Ça, c'est le langage d'aujourd'hui parce qu'il est Premier ministre. Ce n'est pas le langage qu'il avait tenu en son temps, quand il n'était pas Premier ministre. Écoutez, c'est le langage des hommes qui sont au niveau de la majorité, qui décident, qui ont la main à la pâte, qui gèrent le pays, qui ont l'argent du pays, qui savent qu'ils ont l'administration avec eux, ils ont les chefs traditionnels avec eux. Ça ne tient pas. La vérité, c'est que nous avons des gens qui veulent prolonger le plus que possible leur existence, leur gestion du pays,
autant que faire se peut, ils vont le prolonger, c'est humain, nous le comprenons. J'étais à l'Assemblée nationale quand Djankounda faisait la transition. Je vous jure que si ça ne tenait qu'aux députés, certains députés à l'époque, Djankounda allait prolonger la transition parce que la transition, la prolonger, gérait bien leur affaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens qui sont là, qui vivent de ça. Là, vous dites quelque chose que nous, on n'a jamais su. Depuis quand Djankounda avait une manifester? Non, il n'a pas. J'ai dit que les gens. J'ai dit que les gens. Djankounda n'a jamais. Djankounda a dit à tout le monde de se préparer. Il n'y aura pas un jour de plus. Il va organiser les élections comme prévu. C'est ce qui a manqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent de ça. C'est leur fonds de commerce. Oui. Vous voulez que ces gens-là renoncent à ce qu'ils gagnent tous les mois, sachant très bien qu'on a sorti des poussières de Bamako pour les hisser à ce niveau, ça ne passera pas. Oui, Alassane, Abba, vous avez parlé tout à l'heure de dialogue intermalien. Un dialogue intermalien dont on a mis une commission pour son organisation. On sait que tout cela est consécutif. Les termes de référence ont même été validés aussi. Oui, tout cela est consécutif au fait que l'accord issu du processus d'Alger est dissous. Parce que le mot dissolution avec l'AEM, j'ai pensé à l'AEM, parce que tout cela est consécutif parce qu'on a dit à bas l'accord, on a déchiré l'accord. Quelle est votre lecture? Parce que vous êtes de Goundam, vous êtes impliqué dans le processus de paix. Votre communauté est victime de cette situation. Et quelle est votre lecture du fait de déchirer l'accord et d'aller vers un dialogue intermalien? Il faut dire que nous n'étions pas de ceux qui disent de déchirer l'accord. Nous, on a dit que l'accord, tout n'est pas mauvais dans l'accord. Il y a du bon, parce qu'eux-mêmes ont dit que l'accord était bon un certain temps. C'est eux qui ont fait, je ne sais pas, la publicité de l'accord et qui l'ont fait accepter aux Maliens. À l'époque, nous n'étions même pas d'accord avec cet accord-là. Ils ont fait tout l'effort qu'il faut. Les Maliens ont accompagné malgré tout ce que l'accord contenait d'indigeste. Et aujourd'hui, subitement, on vient nous dire que l'accord, c'est mauvais, alors que l'accord prévoit en son sein un mécanisme pour sa révision. Mais ce qui n'est pas bon dans l'accord, qu'est-ce que ça coûte de relever les points qui heurtent, les points qui choquent, et dire voilà, maintenant, nous allons débattre de ces points au télé. Parce que pour moi, j'avais dit que la seule chose qui n'était pas du tout acceptable, c'est ce qui a été rejeté depuis le début de l'accord, c'est-à-dire la partition du Mali. Il n'y a pas de débat autour de ça. L'intangibilité, la souveraineté du Mali, ça ne se négocie pas. Mais l'accord disait que le Mali est indivisible. Mais c'est pourquoi j'ai dit que je ne vois pas pourquoi rejeter l'accord. Parce que pour moi, tout le reste là, ce n'est qu'un des amendes. C'est comme si les gens même trop rejetés pour revenir à zéro. C'est pourquoi je ne suis pas certain que l'objectif va tourner autour de l'accord. Je ne suis pas certain. Nous sommes habitués à des accords, il y a tellement eu d'accords, il y a tellement eu de dialogues, il y a tellement eu de débats dans ce pays. Du 1er au 31, on a toujours débattu ici entre nous, entre Maliens. D'accord. Les débats ne se sont pas toujours passés à l'extérieur. Beaucoup de débats ont eu lieu. J'en veux seulement aux ANR, j'en veux au DENI, pour citer. Ça, c'est des exemples. Mais Alassane Abba, dans votre communiqué du COLEM, dénonçant la présence de votre membre sans votre avis au sein de Turc, vous dites que fondamentalement, vous n'êtes pas contre la démarche. La démarche de faire un dialogue intermalien. Oui, effectivement, ce que vous avez dit. On n'est pas contre. Quels sont les espoirs que vous reposez en termes de résultats sur ce nouveau processus? Moi, je ne te ferai pas de fausses promesses, parce qu'il y a eu des dialogues, il y a eu des résultats, il y a eu des engagements, il y a eu des résolutions. Mais faites le bilan par rapport à ça, les dialogues qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Revenons seulement aux ANR. Qu'est-ce que les ANR ont donné comme résolution? Le dialogue national. Les ANR qui ont abouti à la prolongation. Parce que les ANR, leur objectif, en réalité, c'était la prolongation du mandat de la transition. Tout le reste qu'on a raconté là, c'est pour maquiller, c'est pour couvrir. Donc vous pensez que cette fois-ci aussi, c'est un peu pour maquiller? C'est pas exclu. Attention, pour maquiller une autre prolongation de la... Ce n'est pas exclu. Je ne dis pas forcément ça. Mais moi, je m'attends à tout. Je ne serai surpris de rien. Oui, mais est-ce qu'il peut avoir un résultat, même comme vous le dites en réalité? Comment est-ce que vous voyez
un dialogue sans vraiment les principaux protagonistes même de la crise. C'est un malienne. monologue, c'est pas un dialogue. Le dialogue suppose deux. Pour moi, c'est un monologue. Entre deux camps opposés au moins. Entre deux camps au moins opposés. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut travailler à ce que le camp, les gens qui sont opposés véritablement au système, c'est eux qui soient là. Y compris les djihadistes, y compris ce qu'on appelle le dialogue national a dit d'engager des discussions. Effectivement, bon, c'est là le paradoxe. Pendant qu'on fait un dialogue national, en même temps, on entend qu'il y a un mandat d'arrêt international contre... C'est pourquoi nous, on vous a dit depuis le début, il ne faut pas déchirer cet accord, il faut reviser l'accord, et profondément. Donc, et ça va avoir au moins donc vous pensez que ceux qui sont défaits, il s'agit des gens de la SEMA, ont leur place dans le dialogue intermalien. Mais après la défaite, il y a toujours un dialogue. Après la défaite, même la Première Guerre mondiale, après la défaite, il y a eu un dialogue entre les vainqueurs et puis les vaincus. Il y a eu un dialogue. Chana, on peut parler à présent de la Après CEDEAO, défaite, du il y a retrait un du dialogue. Mali de la CEDEAO. C'est qu'en pense l'invité. Donc moi, je crois très sincèrement que Oui. il faut vraiment pas du tout. D'accord. Je suis sceptique. Allez-y, Chana. D'accord, Ibrahim Abba, Siribé vient de Alassane Abba. Alassane Abba, oui. La question de la CEDEAO et la question de l'AES, quelle est la position de votre parti? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opportunité pour le Mali, le Burkina et le Niger? Nous allons nous limiter quand même au cas du Mali. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour le Mali de quitter la CEDEAO? Moi, Au profit de l'AES, hein? Non. Il faut dire que nous ne sommes pas dans ce jeu. Ce jeu AES, CEDEAO, vraiment, on n'est pas dedans. Nous, même la CEDEAO, on n'a pas fini de comprendre la CEDEAO. On nous amène des choses toutes nouvelles qu'on ne connaît pas. On ne sait pas vraiment, très sincèrement, nous ne sommes pas euphoriques. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Eux-mêmes ne savent pas ce que ça va donner. Ils font des supplications. Donc c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. Nous ne sommes pas partants pour les yeux bandés dans ça. Hein. Je crois que même si on doit, il faut aller doucement. C'est trop précipité. Et je vous dis que toute décision prise sous l'effet de la colère est une mauvaise décision. Nous étions choqués. C'est la solidarité. C'est le malheur qui a uni le Burkina, le Mali et le Niger. Et puisque nous sommes unis par le malheur, on va poser certaines actions sans même imaginer ce que ça peut véritablement coûter à la longue. Je crois qu'il faut réfléchir 1000 fois. Je ne sais pas. L'AES peut être une bonne chose, hein? On ne sait jamais. Mais moi, je ne suis pas un prophète pour dire que ça va être et bon, ça va être la problématique de la monnaie, elle revient revient de plus en plus dans le débat. Aussi, vraiment, nous, on ne débat pas de ça. Parce que nous, on a eu la chance. Bon, je rappelle quand même que... Le Mali avait sa monnaie. Hein. Oui. Nous, on avait notre monnaie. Les francs maliens. On est venu en France, c'est franc 44. Oui. On avait les francs maliens. Oui, nous avons mangé ça. On a connu les francs maliens. Les contextes aussi ne sont pas les mêmes. Non, c'est les mêmes choses. C'est les gens qui nous disent les comptes, c'est les mêmes choses. En réalité, quand nous étions au France-CFA, ça nous a conduit. Le franc malien, nous avons été victimes de beaucoup de choses qui nous ont créé des inflations, beaucoup de situations. Notre monnaie ne tenait pas. On était obligé d'aller négocier notre retour à l'autre. On a pensé que la même chose peut se produire. Regardez la Mauritanie. La Mauritanie a quitté la CEDEAO. La Guinée aussi. La Guinée, au niveau du truc là. Mais ils sont en train aujourd'hui de tout faire pour au moins venir à la CEDEAO. Et peut-être même à la monnaie demain. La Guinée, 1 million, ça remplit un sac. Hein? Voilà. Non, c'est pas de l'argent, ça. C'est pas de l'argent. Allez-y, Abdraman. Oui, d'accord. Mais surtout la CEDEAO. La CEDEAO, nous ne sommes pas partants pour ça. Dans l'immédiat. Ça se prépare. Et avec d'autres dispositifs. Revenons-en aux aspects de la CEDEAO qui sont un peu à l'origine de la crise qu'il y a entre ces États-là et la CEDEAO. La CEDEAO constitue quand même une certaine couverture démocratique à tous ces pays-là, avec tout ce qu'il y a de gouvernance, d'intégration, effectivement, de protocoles additifs, surtout la gouvernance, la garantie de liberté. Est-ce que vous sentez un peu une certaine menace sur les libertés publiques et sur la démocratie malienne et la gouvernance même malienne, qui sont un peu protégées par certains protocoles de la CEDEAO? Mais tout le monde a peur aujourd'hui. Tout le monde a peur aujourd'hui. Ceux qui ne le disent pas, même tous les partis politiques que tu vois là tremblent. Et pourquoi? Mais ils tremblent parce qu'ils se disent qu'on est dans une situation où baniment ils peuvent se retrouver en prison. Comment? Mais s'il vous plaît, c'est pourquoi je dis il faut prendre le soutien des Maliens avec des pincettes.
traditionnellement, le Malien ne s'oppose pas au pouvoir. Ça, c'est connu. Tu as parlé tout à l'heure du cas de ma communauté. Ce n'est pas elle seulement. C'est toutes les communautés au Mali qui sont là. Ils s'alignent derrière dès que le pouvoir est connu. Ils étaient là hier avec Ibeka. Tous se sont retrouvés aujourd'hui avec Assimi. Avant Ibeka, ils étaient tous avec ATT, sans exception. Je les ai vus. On les a vus faire la queue là-bas, battre, dire qu'on est avec toi. Quand il est parti, ils ont changé 100 à l'heure. Ils se sont retrouvés ailleurs. Ils étaient là-bas avec Alpha. Ils étaient avec même Modibo Keïta. C'est les mêmes slogans. Pourquoi tu sautes Moussa Traoré? Oui, même Moussa, les gens finalement ont accepté Moussa Traoré. Oui, et pourquoi les gens ont peur, selon vous? Les gens ont peur parce que quand tu gères un pouvoir pendant des années, tout le monde sait que la première victime que ces gens ont indexé au peuple, c'est les politiques. Quand ils sont venus, ils ont dit que le politique est à la base de tous les problèmes que le Mali vit, que tout le Mali a connu. Donc quand tu es indexé, tu es devenu le poussin noir de la couvée, tu fais attention. Parce que tu te dis, les situations ne me sont pas favorables. Si je ne fais pas attention, ces gens-là risquent de me trimballer. Regardez les nombreux procès qui sont ouverts pour détournement des biens. Mais c'est des cadres qui ont servi. Et quand vous regardez la coloration de ces cadres-là, vous avez trouvé que tous, en son temps, étaient avec le pouvoir. Vous pensez que ce sont des procès orientés? Pas forcément. Mais de toutes les façons, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des détournements. Tu sais, les détournements, ça ne se cache pas. Les gens qui détournent, ça ne se cache pas. Les gens veulent chercher la justice. Ce que la justice décèle là, même nous qui sommes leurs voisins, on les voit. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas fortuit. Non, mais effectivement, il faut que la justice soit impartiale. La justice, et non sélective. C'est-à-dire on connaît aussi d'autres gens qui ont détourné et qui ne connaissent pas les mêmes... Bon, c'est ça le hic. Le hic, pour moi, c'est qu'il faut que... il ne faut pas qu'il y ait une politique à géométrie variable ou une justice à double vitesse. À double vitesse. La justice doit s'appliquer. Venons-en à la CEDEAO, vos instruments de protection. Quand tu as peur vous sentez... de ta gestion antérieure, tu n'es pas quitte par rapport à la façon dont tu as géré, tu fermes ta bouche parce que tu sais que si tu en parles trop, tu risques d'attirer l'attention de ces gens-là vers toi et te conduire jusqu'à toi. Donc, beaucoup craignent la prison parce qu'ils ont mal géré. Alassane Abba, votre parti, on voit que vous apportez beaucoup de critiques. Est-ce que vous avez aussi des solutions, des conseils à donner aux autorités par rapport au délestage, au manque de courant, manque d'électricité que le Mali connaît aujourd'hui? Nous, quand on a fait le communiqué sur le délestage, contrairement à ce que les gens disent, nous, on n'a pas mis tout sur le dos du pouvoir. On a dit que c'est des années de gestion, de mauvaise gestion, accumulées qui ont abouti à ce cap qu'on a aujourd'hui. C'est une réalité. Mais le pouvoir, son rôle, c'est de régler ça justement. Quand il vient au pouvoir, c'est pour régler ces problèmes. Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Ce que nous avons comme problème, c'est de se dire que on peut trouver des petites solutions, mais les vraies solutions, il faut les trouver à long terme. Parce que donc ce n'est pas la vocation d'une transition. Pardon? Donc ce n'est pas la vocation. On a dit que ce n'est pas la vocation d'une transition. On les charge pour rien. Aujourd'hui, qu'ils organisent les élections et qu'ils partent. Parce que doter le Mali aujourd'hui de façon énergétique, ça aurait dû se régler depuis très longtemps quand le Mali a créé, si vous vous souvenez très bien, les centrales de Diri, qui étaient chargées à l'époque, qui avaient été inaugurées à l'époque par Moussa Traoré et puis le président du Niger défunt. Sénou Kounché. Mais ça, on a laissé ça, ces centrales-là sont parties. C'était pour doter le Mali d'énergie solaire. Définitivement, ça allait constituer une partie... Une grande réserve. Mais on a laissé tomber. On ne sait pas ce que ce projet-là est. Peut-être que c'est parce que c'est un projet qui est orienté vers dire que c'est moi aussi. On ne sait jamais. De toutes les façons, pour nous, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y aura pas d'indépendance et développement sans indépendance énergétique. C'est pas possible. L'indépendance et le développement est lié à ça. Donc, à long terme, il faut qu'on se libère de ça. Or, ce n'est pas la vocation d'un régime de transition. C'est pourquoi on a dit, réglons très vite les choses. Ce qui peut être réglé, n'amenant pas à une surcharge inutile,
sachant très bien que vous ne pourrez pas régler ce problème de façon définitive, parce que c'est ce qui est recherché. On va chercher simplement des calmants. Allez-y, Chana. Et le calmant, ça ne guérit pas. Oui, Alassane Abba, parlons maintenant de votre parti, la CODEM. Vous avez un président jeune, Poulot, qui avait à un certain moment le vent en poupe, bien parti même pour peut-être être président de la République du Mali. Est-ce que votre parti et votre président, est-ce que jusqu'à présent ont une véritable ambition pour le Mali? Est-ce qu'ils ont la vision, ils ont les moyens, ils ont l'engagement pour le Mali? Le jour où on va cesser d'avoir une vision et un engagement pour le Mali, nous sommes de ceux qui vont tout simplement décréter la mort du parti CODEM et nous aligner à quelqu'un d'autre. C'est parce que nous avons cette ambition qu'on a créé la CODEM, et à l'époque déjà, on a dit de compter sur nous-mêmes. Le problème de souveraineté que les gens sont avec lesquels ils sont en train de nous rabâcher les oreilles, 15 ans avant, on a dit de compter sur nous-mêmes. Que tous les partenaires ne peuvent être pour nous que d'un petit apport. Ils ne peuvent être pour nous que d'un petit apport. Un appui. On a dit que nous ne voudrions plus continuer à regarder par des lunettes. On a dit qu'on ne voudrait pas nous appuyer sur des béquilles. Nous voudrions être sains, nous voudrions être portés par nos jambes, nous voudrions voir de nos propres yeux. C'est pourquoi on a dit de compter sur nous-mêmes. Comptons d'abord sur nos propres forces. Vous-même, vous êtes qui constitue votre force? Qu'est-ce que constitue votre force? Notre force est constituée... Qui êtes-vous? En réalité, nous sommes un parti très fort. Parce que, figure-toi qu'un parti comme la CODEM, créé, et depuis sa création, occupe la quatrième force politique aujourd'hui. Quand tu regardes très bien chaque élection, les résultats, nous sommes la quatrième force politique. Mais qui est devant nous si ce n'est pas les trois partis classiquement connus qui ont exercé le pouvoir, l'ADEMA, l'URD et l'RPM. Tous les autres là, créés avant nous et après nous, nous sommes plus forts qu'eux. Donc nous avons de plus quoi... Plus fort que le MPR et le SNUD. Les arguments. C'est pas l'MPR, ça. L'MPR et le SNUD. L'MPR vient en 5e position après nous. Si vous regardez mais ils ont quand même la primature. Oui, mais la primature, ce n'est pas leur force qui leur a donné ça. D'accord, allez-y, c'est pas la force politique qui leur a donné. C'est un contrat. C'est une espèce d'entente entre eux et les militaires. Okay. Ils ont dit de choisir, ils ont choisi le MPS. Abdraman, pour votre dernière question, allez-y. La toute dernière question. Oui, allez-y, votre dernière question. Bon, je ne sais même pas à quoi donner la priorité, puisque, effectivement, vous réclamez dans vos déclarations une transition civile. Quel est le contenu que vous donnez à une transition civile et quelles sont vraiment les conditions et les paramètres, selon vous, qui doivent entourer cette transition, mais depuis 4 ans, civile-là? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une transition militaire qu'on n'arrive pas à bouger? Effectivement, mais est-ce que les civils peuvent s'entendre sur une transition civile? Mais pourquoi les civils ne s'entendent pas? Les civils se sont entendus. Là-bas, quand on a dit au M5 de donner quelqu'un, ils se sont entendus pour donner quelqu'un. Pourquoi les civils ne s'entendent pas? Pas forcément. Moi, je crois... Pas forcément, on avait une liste... Non, s'il vous plaît, c'est pas comme ça que ça se fait. Et les civils, si on les renvoie dos à dos, on leur dit allez choisir, mais on va aboutir à la même situation qui a amené Lège, où on a été un tirage au sort. Oui. C'est parce qu'on n'a pas travaillé le texte de façon à ce qu'on peine quelqu'un de fait également. On a fait un texte. Avant, les textes disaient que pour désigner les membres de l'EJ, on prend 5% de l'opposition, 5% de la majorité. Et les gens de la majorité, c'était la CENI. C'était la CENI. Ça, c'était au niveau de la CENI. Et les gens de la majorité et l'autre disent que nous allons prendre les gens sur le fait majoritaire. Ça tranche déjà les situations. Ça veut dire que si nous avons 5 personnes, nous prenons le parti le plus fort. C'est ce qui s'impose. Si nous avons 2, nous prenons celui qui les suit. Mais maintenant, non, on vient, on nous dit, on fait un tirage au sort parce qu'on a renvoyé 200 partis politiques et quelques ensemble, sachant que sur les 200 partis politiques, il y a au moins près de 115 partis politiques qui n'ont pas un seul conseiller municipal. On a mis les gens qui sont véritablement des partis politiques, qui ont une force, qui ont travaillé durant des années
ensemble avec des gens qui n'ont que les récépissés dans les poches. Ce n'est pas orthodoxe. D'accord. Ça ne se fait pas en politique. Il faut être courageux. De même qu'ils ont eu le courage de mettre en place le CNT, en regardant les jeunes les yeux dans les yeux, en écartant, de grâce, il faut qu'ils aient le courage de dire que les partis politiques, vous êtes nombreux, mais nous savons que vous n'êtes pas les mêmes, vous n'avez pas la même force, vous n'avez pas la même implantation, donc on ne peut pas vous traiter de la même manière. Parce que demain, s'il y a une élection, je parie. Ton doigt, il ne faut pas que ça arrive. Non, s'il y a une élection demain et qu'il y ait un second tour, on ne court que vers ceux qui ont le plus grand nombre de voix pour chercher des alliances. D'accord. Pourquoi cette logique ne ramène pas à dire que, attention, puisqu'il s'agit de politique, la politique, c'est aussi le fait majoritaire. Allez-y, Chana. Il dit, Alassane Abba, vous-même et votre parti, vous êtes tous précis que cette transition termine, que Assimi se retire. De l'autre côté, il y a des gens qui s'activent pour que Assimi soit candidat à la présidentielle. Ne craignez-vous pas une telle candidature? Si les choses sont menées normalement, Assimi ne doit pas. Bon, comme ils ont préparé le texte, de toutes les façons, le tripatouillage des textes peut aboutir à une candidature de Assimi. Sinon, initialement, la transition, c'était très clair que le président de la transition ne pouvait pas être candidat. C'était écrit noir sur blanc. C'est clair là. Mais maintenant, comme nous sommes au Mali, où tout ce que le chef dit là, on applaudit. On ne peut pas lui dire non, on ne peut pas le regarder pour dire que c'est pas le Mali, ce n'est pas le Sénégal. Hein. Comme nous sommes le Mali, s'il veut se présenter, il va se présenter. Il va peut-être juste remplir les conditions. On le pousse à se présenter. Oui, mais alors, sur quel territoire on va organiser des élections? On le pousse à se présenter. Le territoire sur lequel... Puisque vous savez, vous êtes sur le territoire sur lequel on a organisé les élections référendaires. Sur le même territoire sur lequel on a organisé l'élection référendaire. D'accord. Qui ne devrait pas être organisée si une partie du territoire est occupée. Ok, vous ne craignez pas une telle candidature pour On ne craint pas si les règles du jeu sont menées. Non. Là, c'est démocratique. Si les règles du jeu sont réellement remplies, on ne craint pas sa candidature. Est-ce que vous êtes sûr de battre Assimi? Est-ce que lui, il est sûr de nous battre? Posez-lui la question. Et puis nous, il ne nous a même pas dit qu'il est candidat. C'est vous qui êtes devant moi. Et puis nous, il ne nous a même pas dit qu'il est candidat. D'accord. Pour moi, il n'est pas candidat jusqu'à preuve de contraire. Moi, je suis dans cette logique. Je parle Kassimi d'hypothèse. n'est pas du tout candidat. C'est des gens qui le poussent à être candidat pour qu'il continue à garder tout simplement leurs privilèges. D'accord. Parce que Assimi sorti, c'est leurs privilèges qui sortent. Alassane Abba, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience en attendant une éventuelle candidature de la CODEM et de Assimi. Nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Abdraman. Bon, moi je pense qu'en réalité, très sérieusement, les critères qui ont prévalu à son invitation ici ont été rigoureusement observés par l'invité ici. Il est resté lui-même. Alassane Abba, l'homme franc, droit dans ses bottes, qui dit la vérité en toute consistance, ou du moins qui dit ce qu'il pense être vrai en toute circonstance, est resté le même. Et en cela, je pense, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi qu'il fait la différence. Il se distingue, il se singularise sur la scène politique. Il a lui-même évoqué ici qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de parler puisqu'ils ont peur de se retrouver derrière les barreaux. Lui, ce n'est pas son cas. Et je pense que vraiment, nous avons besoin d'une certaine race de politique aujourd'hui pour que les choses avancent dans ce pays. Ce n'est pas dans le jeu de cache-cache, dans le mutisme que nous allons quitter la situation où on se trouve aujourd'hui. Il faut vraiment des gens qui affrontent, et qui ont l'audace d'affronter les dangers. Et il est de ces gens-là. Toutes ces qualités, Monsieur le Président, doivent valoir et prévaloir à son acquittement. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À l'entame de mes propos, j'avais dit que je connais Alassane. Je l'ai connu à l'Assemblée nationale. Je disais qu'il fut un bon député, un bon parlementaire. Il animait le débat. Et je ne suis pas étonné aujourd'hui qu'il assure, il a assuré. Il a dit les choses
tel qu'il a l'habitude de les dire. Il a dit les choses sans porter de gants. Il a défendu son parti, il a défendu les positions de son parti, il a défendu sa conviction. Il se montrait opposé au pouvoir dans la courtoisie et dans l'élégance. Et dans l'élégance des mots. Monsieur le Président, comme l'a dit Abdraman Keïta, vraiment, nous avons besoin de cette race de politiciens. Peut-on le condamner? Je pense que non. Que nenni, Monsieur le Président, acquittez-le. La CODEM a besoin de lui. La République demain également. Et la CODEM n'a pas besoin d'Amadou Aya. Bon, je ne répondrai pas à ça. Moi. C'est donc au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé de ce soir. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Alassane Abba, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Un dernier mot, j'ai dit aux Maliens de rester confiants. Chaque fois que le Mali a connu des problèmes, les Maliens ont su se retrouver. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la force du Malien. Il n'y a absolument rien. Seulement, il faudrait qu'on sache que quand on aime quelqu'un, il faut aussi savoir lui dire la vérité. Aimer quelqu'un, c'est aussi quand ça ne va pas lui dire. Moi, je suis enseignant de formation. On dit que qui aime bien, châtie bien. Cela veut dire quoi? Nous sommes tous d'accord et nous sommes tous derrière notre armée. Tous. Je n'ai pas rencontré un seul Malien qui dise qu'il n'est pas derrière l'armée du Mali. Mais nous avons dit que notre armée doit être une armée républicaine. Et nos dirigeants... Elle ne l'est pas? Écoutez, l'armée républicaine, ça veut dire beaucoup de choses. Vous n'avez que 10 secondes. Voilà. Hein, donc, je finis. Oui. Je dirais simplement qu'il faut mettre les Maliens ensemble. Il ne faut pas opposer les Maliens parce qu'on n'a que le Mali comme trésor. D'accord. Voilà. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission, Les Grands Jurys, qui recevait comme invité M. Alassane Abba. Il est secrétaire général du parti CODEM. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Goundam. Au revoir.